Et pour commencer cette émission, on va s'intéresser au e-sport puisque je reçois aujourd'hui Nicolas Maurer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Team Vitality. Alors Team Vitality, ça existe depuis 8 ans. Vous essayez de vous imposer comme l'un des leaders de la compétition de e-sport. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus et en même temps, moi j'ai vraiment du mal à me rendre compte de quoi on parle exactement. Qu'est-ce que le e-sport, ça recouvre aujourd'hui? Le e-sport, c'est la compétition de jeux vidéo à niveau professionnel. On peut avoir une définition plus large et parler de compétition, mais en général, quand on parle d'e-sport, c'est le niveau professionnel dont on parle. Donc la compétition des équipes, soit en 5 contre 5 selon les jeux, 4 contre 4 ou parfois individuels, qui vont s'affronter pour gagner des championnats ou des tournois. Et c'est structuré beaucoup de la même façon que le sport traditionnel, avec des ligues, des championnats européens puis mondiaux. Voilà, donc c'est la compétition au plus haut niveau sur différents jeux comme League of Legends ou Counter-Strike ou beaucoup d'autres. Mais alors ça veut dire que vous fonctionnez comme un club de foot, si je prends une analogie On est structuré de la même façon, donc on va avoir nos équipes. La différence, c'est qu'on n'est pas purement sur un jeu ou un sport, on est comme un club omnisport, comme un club, le PSG, qui a par exemple le football, le hand, etc. Ou les clubs espagnols, notamment le Real Madrid, qui a du basket aussi. Donc nous, on a une équipe League of Legends, une équipe Parce que chaque Counter-Strike. équipe est spécialisée dans son jeu, on ne peut Absolument. pas être sur plusieurs jeux. Non, de la même manière qu'un sportif va rarement faire une carrière dans le football et le tennis. Bon, il y a quelques exceptions à ça, mais pour être professionnel au plus haut niveau sur un jeu, on se dédie qu'à ce jeu-là. Donc c'est un petit peu la même chose. Donc nous, on est structuré avec nos différentes équipes, les staffs techniques qui vont autour, donc les coachs physiques, mentaux, les analystes. Pareil, voilà. Exactement. Et vous revivez les parties, vous analysez. Il y a de la même manière dans les entraînements, il y a de l'analyse vidéo, de l'analyse tactique, et les joueurs se préparent individuellement et collectivement pour affronter des adversaires. Vraiment, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut connaître dans les mécaniques du sport. Et puis au niveau de la structuration de la société, c'est pareil. On a des équipes communication, partenariat, voilà, pour développer la marque, évidemment, merchandising aussi, et puis monétiser notre marque auprès de nos fans. Mais ça représente un staff de combien de personnes, ça, alors? Vitality, aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de personnes. Si on prend les équipes, donc les athlètes, et également tout le staff à Paris, dans notre bureau, notre vaisseau amiral, Vive. Voilà. Ouais. Et alors, vous êtes basé au Stade de France, j'ai vu ça. Alors, pourquoi? Parce que l'idée, c'était de montrer que c'est un sport comme un autre et que... Alors, ça fait longtemps qu'on voulait changer un petit peu le modèle historique de l'e-sport. L'e-sport s'est construit sur des modèles un petit peu datés de gaming house où les joueurs vivent et s'entraînent dans le même lieu. Parce que depuis longtemps, on ne trouve pas ça forcément sain. Après la journée de boulot, on a envie de rentrer chez soi. Oui, parce qu'en fait, c'est du boulot. Avec ses collègues. C'est clairement, évidemment, un travail. Donc ça, c'était un petit peu un héritage des origines de l'e-sport. Ça fait longtemps qu'on veut en sortir et avoir notre centre d'entraînement où finalement, les joueurs vont au boulot, s'entraîner toute la journée avec un programme bien défini et puis après ils peuvent bien séparer leurs activités. Pourquoi le Stade de France ensuite? Évidemment il y a tous ces liens avec le sport traditionnel, cette recherche de la performance. C'est un lieu mythique pour beaucoup de Français, ceux qui en tout cas qui ont vécu la finale de la Coupe du Monde 98, ça nous parle à tous. Et le Stade de France, les gens du Stade de France sont hyper intéressés sur le sujet e-sport. Ils pensent que demain ça fera partie de leur offre dans le stade, c'est-à-dire d'organiser des compétitions là-bas. Donc ils ont eu une vraie volonté de comprendre et de découvrir eux aussi. Donc on s'est assez vite entendu sur le fait là-bas d'installer notre centre d'entraînement et on a nos joueurs de nos différentes équipes qui sont soit à demeure, soit pour certaines équipes ils vont venir faire des bootcamps, donc 1 à 2 semaines d'entraînement avant les compétitions là-bas. D'accord. Mais alors, en termes d'infrastructure, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'ordinateurs Ordinateur ou console, évidemment. Donc, tout ça de la meilleure qualité possible. Et après, autour de ça, on a tout ce qui permet aux joueurs de s'entraîner sportivement. Parce que être athlète de haut niveau, quand bien même ce n'est pas être footballeur ou basketteur, ça va quand même nécessiter une bonne forme physique, mentale. Et donc, on leur donne tous les outils autour de ça avec des coachs et du matériel pour être en forme le jour des compétitions. Oui, voilà. C'est surtout psychologique, non? Alors, il y a une grande partie, en effet, mentale et de communication. C'est beaucoup des jeux d'équipe où une des différences avec le sport, je dirais, c'est qu'il y a beaucoup plus de communication en permanence. Donc, les joueurs vont toujours se donner de l'information pour anticiper les mouvements de l'équipe adverse, rétablir la stratégie, etc. Donc, il y a beaucoup cette part de communication. Qui dit communication dit aussi qu'il faut toujours être au bon niveau parce que si on a un coéquipier qui commence à plus communiquer quand ça va mal, on voit vite le cercle vicieux qui peut s'installer. Donc, il y a vraiment un besoin d'être à un niveau égal de forme et de communication avec ses coéquipiers, de ne pas tilter. Donc, ça veut dire de ne pas commencer à être dans une spirale négative. Et il y a aussi vraiment
vraiment une notion de concentration. Quand on joue des best of 5, donc des matchs au meilleur des 5 manches, donc qui peuvent durer 5 heures, on sait qu'une erreur d'un joueur à un moment peut faire complètement la différence. Ça dépend. Par exemple, sur League of Legends, les matchs durent environ 40 minutes. Et si on joue un best of 5, on va jouer peut-être jusqu'à 5 manches. Donc 40 minutes, 20 minutes entre chaque match pour préparer le suivant. Donc oui, ça peut être 5 heures. Et là-dedans, il faut un niveau de concentration maximal parce que ça nécessite vraiment d'être au plus haut niveau. Et puis, il faut bien comprendre qu'on parle des tout meilleurs sur leur discipline. Donc à ce niveau-là, c'est les tout petits détails qui font la différence. Alors, on va revenir sur les athlètes, mais d'abord, moi, je voudrais comprendre, vous êtes évidemment convaincu que c'est le sport de demain, j'imagine, le e-sport. Et quand on voit la période qu'on a traversée, j'imagine que l'avantage, c'est que là, il n'y a rien qui pouvait empêcher les compétitions de se tenir. Oui, alors d'abord, il faut peut-être corriger une idée reçue sur l'e-sport. On pourrait penser, quand on ne connaît pas, que ça se joue en ligne. Or, l'e-sport au plus haut niveau, ça se joue dans des stades ou des arènes. Donc, c'est des vraies compétitions avec, par exemple, je prends une des compétitions mythiques de Counter-Strike à Cologne, dans l'aréna de Cologne qui fait 15 000 places. Comme l'Accor Hotel, voilà, c'est la même chose. Et il y a les matchs sur l'écran géant et la foule en délire qui va supporter ces équipes. Donc ça, c'est l'e-sport en temps normal. Hors Covid. Mais effectivement, la différence avec le sport traditionnel, c'est que nous, on a pu vite se mettre en condition pour continuer les compétitions, là, de manière online. Évidemment, on connaît bien ça aussi. Ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas le même niveau de production, c'est pas le même spectacle, mais on a pu continuer et ça veut dire qu'on s'est plus vite adapté que le sport traditionnel qui a mis quelques mois avant de revenir. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, il y a vraiment des fans et un vrai public. Enfin, en tout cas, il me semble qu'aujourd'hui, le e-sport a trouvé son public. Très clairement, nous aujourd'hui, si on regarde en cumulé sur les médias sociaux de Vitality, on est à 2,5 millions de fans, donc ça parle à pas mal de monde. Et puis les compétitions peuvent avoir dizaines, centaines de milliers, voire millions de spectateurs quand on regarde les plus grandes compétitions comme le championnat du monde de League of Legends par exemple. Le problème après, c'est quand même le modèle et la rentabilité, parce que vous n'avez pas les droits télé que peut avoir le sport traditionnel. En effet, on a beaucoup de sources de revenus qui ressemblent à celles du sport traditionnel. Donc on peut parler des droits médias. Nous, on va parler médias parce que la télé est un peu loin de ce sujet. Ça va être plutôt les plateformes de diffuseurs comme Twitch qu'on connaît. On a le merchandising, on a les partenariats. Donc on a des sponsors, nous, comme Adidas ou Orange et beaucoup d'autres. Vos équipes, elles ont des maillots. Je schématise un peu, mais... Je ne suis pas venu en maillot, mais il y a évidemment, on a Orange ici, Adidas et nos autres marques partenaires sur le maillot. Donc ça ressemble encore une fois à ce qu'on connaît. Ensuite, sur la question de la rentabilité, en effet, c'est un modèle nouveau qui se développe, qui est très concurrentiel. Donc nous, on a fait le pari d'accélérer et de lever de l'argent parce qu'on croit vraiment qu'il y aura de la place que pour quelques équipes qui sont dominantes, qui vont agréger le plus de fans, les meilleurs joueurs, les meilleurs succès sportifs, les meilleurs partenaires. Donc dans cet univers-là, très concurrentiel, il faut aller vite. Donc on a d'abord voulu lever de l'argent pour se développer rapidement avant cette question de la rentabilité. Cela dit, l'écosystème en général, aujourd'hui, se pose cette question, voilà, comment on arrive à la rentabilité. Et nous, on pense qu'il y a encore 3-4 ans avant de bien stabiliser les modèles en développant les canaux de revenus existants et puis aussi en inventant de nouveaux, puisqu'on est un nouvel objet qui peut s'inspirer du sport dans ce qu'il a de meilleur, dans ses réussites économiques, mais libre à nous aussi d'inventer, de tracer notre route sur la monétisation des fans qui sont beaucoup plus digitaux par exemple que celle des clubs de sport. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais en effet c'est un écosystème, celui des clubs e-sport, qui n'a pas encore atteint la rentabilité. Comment vous pourriez monétiser les fans ? Aujourd'hui, tous nos fans, on va dire les clubs de sport traditionnels, ils ont vraiment eu une logique. Voilà, leur point d'accès aux fans, c'était le stade. Avec les abonnés. Et voilà, par exemple. Et ils ont seulement, ils commencent, ça fait un petit moment maintenant qu'ils voient qu'ils ont des fans partout dans le monde, comment ils les agrègent et comment ils digitalisent leur fanbase. Et ça, c'est un vrai chemin. Pour nous, c'est tout naturel. En fait, tous nos fans, depuis le jour 1, vous le disiez, ça fait bientôt 8 ans qu'on a créé Vitality, ils nous suivent sur les médias sociaux. Donc, on a une interaction beaucoup plus proche et on a aussi, de toute façon, chez Vitality, cette culture de la proximité, de l'ouverture, d'ouvrir un peu les coulisses à nos fans. Et c'est ça qui crée la valeur et cette relation aux fans. C'est important pour nous. Et par ce biais-là, il y a beaucoup de choses qui sont faisables, beaucoup plus d'interactions possibles avec les fans. Et aujourd'hui, on voit, alors là, je lance des pistes, mais il y a plein de nouveaux outils, notamment avec les fan tokens, ça existe aussi dans le sport. On peut voir des choses comme ça qui nous permettent, via notre connexion directe aux fans, de créer des nouveaux leviers de monétisation. Et c'est vraiment l'objet, je pense, en plus de tout l'existant. Là, vous m'avez perdu. Donc, c'est quoi les fan tokens ? Là, par exemple, ce qui existe, on a vu une initiative comme Socios qui permet aux fans de prendre des décisions pour les clubs de sport en achetant des tokens, donc des jetons sur la blockchain. Voilà, c'est relié aux crypto-monnaies. Ça, c'est une chose parmi d'autres qui peut permettre aux fans d'être plus proches de son club, voilà, et de créer de la monétisation. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que le club de sport, dans le sport traditionnel, on sait que le fan, à l'année, il va dépenser à peu près entre 50 et $100 si on regarde les sports américains.
vers son club, tandis que dans l'e-sport aujourd'hui on est à peu près 1 ou 2 dollars. Il y a encore beaucoup de possibles parce qu'on n'a pas forcément le ticketing, donc le fait d'aller au stade. Ça, c'est quelque chose qui commence à exister dans l'e-sport. On regarde les clubs d'e-sport chinois par exemple, ils ont tous aujourd'hui leur arena. C'est pas des stades, mais c'est des arènes entre 500 et 5000 places où les matchs vont avoir lieu à domicile à l'extérieur, comme ça existe dans le sport traditionnel, alors que c'est pas encore forcément le cas dans l'e-sport européen et américain. Donc ça, c'est un chemin. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut développer pour, encore une fois, répliquer les modèles du sport qui nous correspondent et puis aussi trouver notre voie à nous dans l'e-sport. Voilà. Aujourd'hui, l'argent est versé prioritairement aux athlètes et ensuite à vous, comment ça se passe? Alors, sur le modèle, d'abord, il faut comprendre qu'une des différences avec le sport traditionnel, c'est que les jeux, donc ça appartient à des éditeurs, donc il y a une propriété intellectuelle. Évidemment. Le football n'appartient à personne, je peux faire un tournoi dans mon quartier, personne ne va rien me dire. Si je fais un tournoi de League of Legends et que l'éditeur Riot Games, en l'occurrence, dit non, moi ça ne me va pas, il appuie sur un bouton et j'ai plus le droit. Voilà, ça c'est. Donc ils ont la propriété intellectuelle. Donc nous, notre enjeu, donc ces éditeurs, ils génèrent de l'argent avec plus tellement avec les ventes des jeux, parce qu'on sait que le modèle du jeu vidéo, il a transitionné vers un modèle de service, donc les jeux sont le plus souvent gratuits, et c'est sur la durée, parce que les gens vont continuer à jouer, ils vont faire de la microtransaction, donc les éditeurs génèrent de l'argent en gardant leur base de joueurs installée, en la faisant grandir, mais ils ont vraiment ce besoin de garder les joueurs sur leur jeu. Et l'e-sport est l'une des facettes qui permet de générer un intérêt continu autour du jeu. Les gens qui jouent au jeu vont regarder la compétition d'e-sport au plus haut niveau et ça va les laisser dans l'écosystème du jeu. Ils vont s'intéresser, continuer à jouer au jeu. Donc il y a vraiment un intérêt pour les éditeurs de développer cette composante e-sport. Nous, comment on s'intercale là-dedans? Aujourd'hui, le modèle qui se développe le plus, c'est que les ligues, par exemple, je reprends League of Legends, ça s'est organisé sur un modèle de ligue franchisée, de ligue fermée, comme on connaît dans le sport américain. La NBA, par exemple, c'est une ligue fermée. Il n'y a pas de promotion-relégation, comme on connaît dans le sport européen. D'accord. Ces modèles de ligue fermée, ils ont plusieurs particularités, et notamment d'être organisés avec du partage de revenus. Donc, les équipes qui font partie de la Ligue européenne de League of Legends, elles sont à la même table que l'éditeur, et tous ensemble, on va travailler à faire grandir ce produit, développer son audience, sa qualité, sa monétisation, et on va se partager les revenus. Donc, aujourd'hui, on a un alignement d'intérêts entre les équipes et les éditeurs de ces jeux. Ce qui fait que le développement des revenus de ces ligues, donc notamment via les droits médias, via les sponsoring des ligues, les partenaires, via justement aussi le ticketing, la billetterie des événements, bon un peu moins en ce moment, tout ça génère des revenus qui reviennent à l'équipe. Et ensuite, évidemment, il faut payer les athlètes. On est dans un business très compétitif de talent. On va dire que si on prend les meilleurs joueurs, on n'est pas certain de gagner, mais on est certain de ne pas gagner si on n'a pas les meilleurs. Voilà, pour le dire. Il y a toujours évidemment l'incertitude de la compétition, mais si on veut gagner les grands championnats, à un moment, il faut les meilleurs talents. Il faut bien les entourer, il faut bien les structurer, il faut qu'ils jouent bien ensemble, mais on a besoin de ces talents. Et comme dans le sport traditionnel, là encore, les meilleurs talents se payent cher, ils se monnaient cher parce que leur talent est rare. Et donc là-dessus, aujourd'hui, une grande partie de la valeur créée dans l'écosystème va dans les revenus des joueurs, en effet. Alors justement, donnez-moi un ordre d'idée, ça coûte combien un joueur de e-sport? Comme dans le sport, c'est très varié. Et je ne dis pas ça pour éluder la question, je vais répondre. Mais d'abord, il faut comprendre que comme on peut avoir le football d'un côté et puis le volleyball, j'ai rien contre ce sport, c'est juste que ça ne génère pas du tout les mêmes montants, parce que ce pas les mêmes audiences. C'est pareil dans l'e-sport, on a les top jeux comme League of Legends. Les meilleurs joueurs sont payés 1 million d'euros à l'année, par exemple. Chez vous, par exemple, vous avez des joueurs pas à 1 chez million nous, d'euros? ça c'est plutôt la Ligue américaine. La Ligue européenne, les plus gros salaires de League of Legends, c'est à peu près 500-600 000 euros à l'année. Voilà, donc déjà, quand même, c'est déjà plus pas mal. Que solide. Après, il faut bien se rendre compte, attention, que c'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs. On se parle de 0,001%. Voilà. Ça peut faire rêver les jeunes chez eux, mais on parle vraiment de... Il y a du boulot quand même derrière. Il y a du boulot, et au-delà du boulot, il faut aussi le talent. C'est-à-dire que moi, je peux beaucoup bosser, beaucoup jouer à un jeu, je n'arriverai jamais à ce niveau-là. Il faut avoir le talent et ensuite beaucoup bosser. Ça, c'est pour League of Legends. Counter-Strike, pareil, on se parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et sur d'autres jeux, on va plutôt être à 100 000, 50 000. Voilà. Donc il y a une grande variété parce que ces jeux n'ont pas tous la même audience et la même influence. C'est pour ça que vous avez choisi ce modèle, je ne sais pas si ça vous convient l'analogie, mais de start-up où je lève des fonds et j'investis sur des talents pour avoir les meilleurs athlètes, pour ensuite avoir les meilleurs résultats et ensuite pouvoir monétiser mon... Alors, je ne sais pas si c'est un choix, c'en est un, en fait, parce qu'on aurait pu dire, OK, on continue à ce qu'on a fait pendant les premières années de Vitality, à pas dépenser, à avoir une gestion de bon élève et pas dépenser plus que nos revenus, mais dans un univers concurrentiel comme celui-là, en effet, on s'est dit que si on continuait comme ça, on serait laissé pour compte, on serait un peu tiers 2 et on veut être un grand club, en fait. Et encore une analogie avec le sport, si je regarde le football européen, par exemple, il y a 10-12 clubs qui se détachent parce qu'encore une fois, ils ont tous les fans, la plus grande partie des revenus, les meilleurs partenaires, le prestige historique des victoires, tout ça va souvent ensemble. Et les autres clubs,
ils sont très loin derrière. Si on regarde le chiffre d'affaires du PSG en France versus les autres clubs français, il y a un énorme écart. C'est pareil avec les top clubs anglais contre les autres, etc. Et nous, on a toujours eu l'ambition d'être dans le top, en tout cas. Donc, il y avait vraiment cette volonté d'aller vite, en effet. Il y a combien d'équipes aujourd'hui de e-sport en France ? Alors, ça dépend. Si on regarde vraiment à un niveau professionnel, très structuré, etc., on va aller entre 5 et 10. Voilà, selon où on met le curseur. Après, il y a énormément d'équipes qu'on va dire semi-pro, plus amateurs, qui sont hyper importantes. L'écosystème, il faut qu'il vive et il y a beaucoup de passion. Donc, beaucoup de gens essaient de créer leur équipe. C'est juste beaucoup plus dur que quand on a commencé parce que c'est beaucoup plus concurrentiel et il faut beaucoup plus de moyens. Nous, on a commencé avec quelques euros, beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie. C'est évidemment plus possible aujourd'hui. Donc, voilà, je dirais une dizaine d'équipes en France, une centaine dans l'écosystème européen. Mais là-dedans, selon, encore une fois, là où on met les curseurs, il y a une dizaine d'équipes qui se détachent vraiment de par les revenus qu'elles sont capables de générer, l'audience qu'elles peuvent toucher, etc. On a vu passer quelques vidéos de vos équipes. Je me disais, mais il n'y a pas de filles en fait. Alors, en effet, peu. Alors, pas. D'abord, il faut savoir que l'e-sport a cette chance sur le papier d'être mixte parce qu'il n'y a pas la composante physique comme dans le sport traditionnel. Donc, sur le papier, tout le monde peut être au plus haut niveau. La réalité maintenant, malheureusement, c'est que pour beaucoup de raisons culturelles, historiques du jeu vidéo notamment, qui est marqué masculin, c'est déjà difficile pour les jeunes garçons de dire à leurs parents « je veux être joueur professionnel », mais on imagine encore plus difficilement une jeune fille parce que ça n'existe pas encore. C'est toujours la question de créer ce cercle vertueux du rôle modèle. Donc, on a un vrai boulot là-dessus et c'est vraiment un sujet qui est majeur pour nous. On a eu et on a aujourd'hui une fille par exemple qui est coach chez nous, mais c'est très peu en pourcentage dans l'écosystème pro. Il y a très peu de femmes et c'est un vrai manque. Donc l'un des vrais sujets de ces 5 prochaines années pour nous, c'est vraiment d'œuvrer à ce que ça change, mais on ne peut pas le faire changer artificiellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pool de joueurs professionnels, il y a très peu de filles qui sont au plus haut niveau et ça ne va pas se changer en un claquement de doigts. Par contre, ce qu'il faut, c'est en investissant sur la formation, en créant les conditions d'équipe mixte dès les premières, on va dire dès qu'on arrive à un statut semi-pro, qu'on commence à se former. Voilà. C'est là, en faisant changer à chaque étape de la pyramide l'acceptation, la culture et les ressources qu'on met pour qu'il y ait des filles, que ça changera. On sait que ça va prendre plusieurs années, mais c'est un vrai sujet pour nous parce que c'est loin d'être satisfaisant actuellement. Merci beaucoup Nicolas Morer. Je rappelle que vous êtes le CEO de Team Vitality. Avec plaisir, merci.